Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va. Moi ça va très bien, en plus il fait super beau donc c'est cool, ça change. Les derniers jours on a eu un temps un peu pourri donc ça fait du bien au moral. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la FAQ des 6000 abonnés. À la base c'était censé être une FAQ pour les 5000 abonnés, mais au final ça allait plus vite que prévu et j'ai pas forcément eu le temps de faire la vidéo tout de suite dès qu'on a passé les 5000. Donc maintenant on est plus de 6000, donc ça sera la vidéo des 6000 abonnés et puis de toute façon il y aura plein d'autres FAQ à l'avenir parce que j'aime bien ce format, ça permet d'être un peu plus spontané, de pas trop préparer les réponses à l'avance et puis voilà, de partager un moment avec moins de montage et puis plus en mode discussion 1-1. Donc je trouve ça intéressant. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions, j'en ai reçu beaucoup, des questions très intéressantes. J'ai pas pu sélectionner toutes les questions, j'en ai sélectionné une trentaine. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, j'espère que ça va pas durer 3 heures. Je vais essayer d'être assez bref sur les questions et passer assez rapidement à celle d'après pour pas m'éterniser parce que j'ai tendance à m'éterniser un peu trop. Donc on va faire ça comme ça. Moi je me suis fait couler un petit café. Libre à toi de faire comme tu veux. On commence tout de suite, je vais commencer par quelques questions pour me présenter parce que comme je l'ai dit, la chaîne a grossi très rapidement ces derniers temps et il y a certainement des gens qui savent pas trop qui je suis, donc je vais commencer par quelques questions pour me présenter et puis après on attaquera sur des questions un peu plus techniques, des questions flexibilité, figure, nutrition et j'en passe. Une dernière chose avant de commencer, j'ai pas les noms des personnes qui m'ont envoyé les questions, j'ai mon ordi juste là. J'ai pas les noms, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai certainement merdé quelque part. Donc désolé pour ne pas citer les noms des gens qui ont posé les questions, mais l'important c'est que j'y réponde. Donc on commence avec la première question. À quel âge est-ce que tu as commencé à t'entraîner? Alors j'ai commencé la musculation quand j'avais 17 ans, j'étais quasiment majeur, donc quasiment 18 ans. Et j'ai commencé le street workout, j'en avais 22, enfin la calisthénie j'en avais 22. Donc là, là j'en ai 24 maintenant, je vais en avoir 25 après l'été. Donc ouais, ça fait 2 ans et demi que je m'entraîne uniquement au poids de corps, enfin principalement au poids de corps, pardon. Et puis avant, j'avais plus un passé musculation, mais après rien de très sérieux. J'ai fait peut-être les 2 dernières années plus sérieuses, mais de 17 à 20 ans. J'ai pas été très constant, c'était les débuts disons, et puis je découvrais. Donc voilà, depuis 17 ans pour la musculation et 22 ans, j'ai commencé la calisthénie. Question suivante, quel est ton passé sportif? Faut savoir que moi à la base je suis pas du tout sportif, j'étais plutôt geek quand j'étais adolescent et quand j'étais plus jeune ma mère me forçait entre guillemets à m'inscrire dans des sports, donc j'en ai fait pas mal, j'ai fait beaucoup de sports co. J'ai fait du rugby, j'ai fait des sports de combat aussi, du karaté, du self-défense, j'ai fait du basket. J'ai fait vraiment quand j'étais plus jeune, j'ai fait un petit peu de gymnastique, j'en ai fait 2 ans je crois. J'ai jamais fait de foot, bizarrement pour un garçon j'ai jamais fait de foot et j'ai jamais trop kiffé le foot. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait pas mal de trucs, du hand, j'ai fait du volley aussi et puis de tête c'est à peu près tout. Et puis après j'ai eu un long moment où j'ai complètement arrêté et là j'étais vraiment dans ma période geek où je jouais plus aux jeux vidéo que je ne sortais dehors. Et puis après quand j'ai grandi, je me suis mis à la muscu comme je disais juste avant à l'âge de 17 ans. Donc voilà pour mon passé sportif, mais ouais je suis pas un très grand sportif. Même pas du tout à la base, je suis vraiment pas sportif. Je suis juste passionné de calisthénie et d'entraînement au poids de corps, c'est vraiment ça qui me fait tenir sur le long terme parce que honnêtement je sais pas si je pourrais faire un autre sport aussi assidûment que je le fais avec la calisthénie. C'est aussi parce que c'est ma profession, forcément ça joue énormément, j'ai pas le choix de me lever et de faire les choses. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais au moins ça m'impose un rythme donc c'est pas plus mal. Question numéro 4, quel est ton top 3 des meilleures figures? En vrai il y en a plein, je les aime toutes les figures, je les trouve toutes super stylées. Si je devais en choisir 3, ça serait probablement l'équilibre à un bras, parce que tout ce qui est inaccessible et intriguant. Donc l'équilibre à un bras, avant c'était l'équilibre, maintenant c'est l'équilibre à un bras, donc on passe un palier. Il y a la planche aussi, et honnêtement je trouve que la straddle planche est limite plus stylée que la full planche, je sais pas pourquoi je trouve ça vraiment beau, pas forcément d'explication. Et puis en troisième, je pense que je dirais le drapeau, parce que c'est grave stylé aussi. Question numéro 5, quel est ton parcours scolaire? Moi j'ai fait un bac hôtellerie-restauration, donc sur 3 ans, un bac pro. Et après j'ai fait une mention dans le bar pour apprendre à faire des cocktails. Après je suis parti à l'étranger, donc à Londres et en Australie, où j'ai travaillé dans les bars à cocktails. Et puis après j'ai changé, à cet âge-là j'avais 22 ans ou 23 ans, je sais plus.
et j'ai décidé de faire mon BPGEPS, donc un brevet professionnel pour pouvoir enseigner en salle de musculation. Et moi j'ai qu'une mention, il y avait en gros il y a 2 mentions. Il y a la mention plateau de musculation et la mention cours collectif. Moi la mention cours collectif ça m'intéressait pas du tout, danser la Zumba et tout c'est pas mon truc. Donc j'ai pris qu'une des 2 mentions. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui me demandent, il y en a beaucoup qui me suivent, qui veulent s'orienter dans le sport et qui me demandent si un BPGEPS ça vaut vraiment le coup de le faire ou enfin ce que j'en pense. Pour être très honnête, tout ce que j'ai appris, il y en a très peu que j'ai appris avec la mention, avec le diplôme que j'ai obtenu. Je pense pas que, de toute façon, peu importe le diplôme, mais je pense pas qu'il faut s'arrêter au diplôme. Il faut aller chercher plus loin, il faut s'informer personnellement. Et c'est vraiment ça qui fait la différence avec les autres. Est-ce que le BPGEPS est une bonne formation ? Personnellement, de mon expérience, je dirais que non. Après, ça dépend vraiment des centres de formation. Je sais qu'il y en a qui tombent sur des super formateurs et dans ce cas-là, ça peut être super intéressant. Moi, c'était pas mon cas. Donc, est-ce que je le recommande ? Pas spécialement. Après, c'est un peu indispensable quand on veut être légal aux yeux de la loi et pouvoir enseigner en salle de musculation ou alors devenir auto-entrepreneur et créer son business. Donc voilà, ça dépend de chacun. Je le recommande pas forcément en tout cas. Question numéro 6, si tu devais choisir un matériel indispensable pour t'entraîner, qu'est-ce que ce serait ? Les anneaux de gymnastique, sans hésiter, franchement c'est top, tu peux faire trop de choses avec, t'as juste besoin d'un endroit où les accrocher et honnêtement ça se trouve assez facilement. Donc ouais, les anneaux, 100%. D'ailleurs je pense que ça se voit parce que je les utilise assez souvent dans mes vidéos. Que penses-tu franchement des compléments alimentaires ? Alors c'est une bonne question, je pense que pour en avoir testé quelques-uns, j'ai pas tout testé et honnêtement, niveau nutrition, je suis pas un expert. Juste de mon expérience, je pense que ça peut être utile et comme le nom l'indique, c'est complémentaire. Donc ça peut être utile, par exemple, si on n'a pas le temps de manger ou si dans ces aliments, on n'a pas les macronutriments nécessaires à la création musculaire ou à la récupération. Après, si tu as le temps de te faire à manger et si tu as le temps de cuisiner, etc., je te conseille à 100% de cuisiner, de te faire des choses toi-même parce que les produits industriels seront jamais aussi bien que les vrais aliments. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Franchement, c'est pas indispensable. Ça peut être bien, tout dépend de ton alimentation, si c'est pas toi qui cuisine, etc. Ça peut être utile, ça dépend des cas, c'est une question assez large. Moi, personnellement, j'en prends pas parce que j'estime avoir une bonne alimentation. Et si ton alimentation derrière elle est clean, t'en as logiquement pas besoin. Ça reste mon avis personnel et ça peut varier en fonction des cas. Question numéro 8, quel est ton max en dips lestés ? C'est une très bonne question à laquelle j'ai pas la réponse puisque j'ai jamais fait mon max en dips lestés en fait. Je l'ai fait en traction et en traction je crois que mon max c'était 62,5 kg, quelque chose comme ça. J'avais fait une vidéo. Et justement, ça serait intéressant que je fasse une autre vidéo, mais sur les dips lestés pour le coup. Donc je sais pas, on aura peut-être la réponse bientôt. Question numéro 9, quel serait le bon moment pour s'étirer ? Il n'y a pas vraiment de bon moment, en vérité, tous les moments sont bons, il y a juste un moment qu'il faut éviter. C'est par exemple si tu veux étirer tes jambes après avoir fait une grosse session jambes où tu t'es mis bien cher, là c'est peut-être pas l'idéal parce que tu risques de te blesser, d'augmenter les risques de blessure puisque ton muscle est déjà fatigué. Donc c'est pas l'idéal. Mais avant, après, le matin, le soir, il n'y a pas trop de différence. Le matin, on a tendance à être un peu plus raide au réveil. Le soir, un petit peu plus détendu. Fais-le quand ça t'arrange. Juste évite de faire une grosse séance d'étirement juste après une grosse séance de contraction musculaire. Ensuite, question numéro 10, qu'est-ce que tu penses du renforcement mental ? Par exemple, la douche froide, les techniques de respiration, etc. J'ai pas testé les techniques de respiration, mais je pense que le renforcement mental, c'est super important. D'ailleurs, le sport, c'est du renforcement mental, enfin, ça forge le caractère. La douche froide, je pense que c'est vraiment bien. Déjà, ça a été prouvé que ça a des vertus sur la récupération musculaire. Et pour l'avoir testé pendant plusieurs mois, en plus de ça, parce que honnêtement, moi je n'ai pas ressenti le bienfait au niveau de la récupération. Mais par contre, ce que je trouve vraiment cool, c'est surtout si tu prends ta douche le matin, c'est dès le matin, tu te confrontes à une action qui est inconfortable. Donc ça, je trouve ça très bien pour améliorer son autodiscipline. J'en ai parlé dans un mail il y a quelques temps de l'autodiscipline, c'est très très important, je pense. Et ouais, je pense que franchement, c'est à faire. Perso, je suis pas du tout fan de la douche froide, donc j'ai arrêté. Mais j'utilise d'autres techniques, je fais de la méditation, ça peut paraître un peu cliché.
Mais moi, je trouve que ça m'aide vraiment à me recentrer sur moi-même, à faire le point sur certaines choses. Ça me donne des réponses à mes questions aussi que je me pose pendant la méditation. Ça m'aide à me poser, à pas être distrait par les téléphones portables et les autres choses qu'on peut avoir dans nos quotidiens. Donc moi, je recommande à 100% le renforcement mental, carrément. C'est indispensable, ça va ensemble de toute manière. Question numéro 11. Est-il indispensable de se lester une fois que le poids de notre corps est entre parenthèses maîtrisé? Alors là, tout dépend de ton objectif en fait. Encore une fois, c'est une question vague. Ça dépend de ce que tu veux, ce à quoi tu veux aboutir. Je pense que c'est toujours possible de faire plus dur avec le poids de notre corps. La chose qui est cool avec le lest, c'est que ça te permet de savoir précisément ton évolution et de calculer ta marge de progression en fait, en ajoutant progressivement du poids, 250 grammes, 500 grammes, 1 kg, etc., etc. Tu peux vraiment voir la progression. Tandis qu'avec les leviers, jouer avec les leviers et la gravité, c'est beaucoup moins facile de jauger c'est beaucoup moins facile de jauger la différence entre les différentes variations et les difficultés peuvent parfois avoir un fossé assez énorme. Donc je pense que le lest c'est très très utile et c'est très bien pour calculer et connaître sa progression. Après c'est pas indispensable. Il y en a qui font 100, qui s'entraînent jamais avec du lest et qui arrivent à faire des trucs de fou. Donc fais ce qui te plaît, fais ce qui te permet de progresser, c'est surtout ça. Question numéro 12, comment réussir à ne pas craquer au niveau de l'alimentation? Ça, j'ai pas la réponse en vrai. Je crois qu'on me l'avait déjà posé pendant la FAQ des 1000 abonnés et j'avais dit la même chose. J'ai pas la réponse à cette question. C'est très personnel. Et l'alimentation, de toute façon, on est tous addicts à tous les produits qu'on a dans notre alimentation, surtout en termes de sucre raffiné. Donc c'est très difficile de se détacher d'une alimentation industrielle. Je pense que comme pour tout, il faut avoir un fort pourquoi et si on a une très forte raison de faire les choses et si on sait précisément où on va et ce qu'on veut acquérir comme performance, comme physique, on trouve des raisons de se persuader et savoir pourquoi on fait les choses, c'est la raison numéro 1 je pense. Et après, il faut tester différentes choses parce qu'on a beau nous dire que tel ou tel régime est le meilleur, au final, chaque personne est différente et comme pour l'entraînement, mais encore plus pour la nutrition, c'est vraiment important de tester les différentes choses, savoir ce qui nous correspond. Une technique qui pourrait être intéressante, ça serait par exemple de se dire voilà, pendant les prochains mois, je vais tester toutes les techniques connues d'alimentation, donc végétarienne, carnivore, paléo et j'en passe pendant un certain laps de temps et puis j'écris mes ressentis et puis au bout du compte je fais le topo et puis je me dis laquelle a été la plus bénéfique pour moi, laquelle m'a apporté les meilleurs résultats, avec laquelle je me sentais le mieux physiquement et mentalement parce que c'est super important aussi. Donc voilà, tester les différentes choses, c'est vraiment 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 important dans tous les domaines. Question suivante, j'en étais où? Question numéro 13, traction, pronation, jambes tendues, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Donc les tractions en L avec les jambes en L-sit, je pense que là encore ça dépend pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Je pense que c'est très bien pour apprendre à contrôler son corps et à engager de nombreux muscles en même temps parce que du coup en plus d'avoir les muscles sollicités pendant les tractions, on sollicitera aussi les abdos et les fléchisseurs de hanches et les quadriceps. Donc c'est très bien pour ça, en plus de rajouter de la difficulté puisqu'on augmente le levier, donc ça rajoute du poids à la traction entre guillemets, donc pour ça peut être cool. Après je pense que si on cherche à isoler et vraiment à travailler le grand dorsal et les biceps, c'est peut-être pas l'idéal parce que tu risques de craquer avant au niveau des abdominaux et des quadriceps plutôt que le dos. Donc ça dépend ce que tu veux travailler. Si tu veux vraiment travailler ton grand dorsal, je pense qu'il n'y a rien de mieux que les tractions lestées. Si tu veux travailler simultanément avec des exercices polyarticulaires, ça peut être une très bonne option. Et puis si tu n'as pas de matériel aussi, ça peut être bien pour te lester entre guillemets, ou du moins augmenter la difficulté de l'exercice. Numéro 14, comment se sont passés ces derniers mois en termes de performance? Est-ce que tu as pu atteindre tes objectifs? C'est une très bonne question. À laquelle je vais répondre tout de suite. Alors, comment se sont passés les derniers mois en termes de performance? En vrai, donc l'an dernier, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais encore en études, donc je passais mon diplôme de coach et j'avais accès à une salle qui était d'ailleurs super cool. Il y avait personne, bref, il y avait tout ce que j'avais besoin et du coup, je pouvais m'entraîner vraiment vraiment dur.
autant de temps que je voulais, et puis j'y étais tous les jours de toute façon, donc je m'entraînais quasiment tous les jours. Suite à ça, au mois de juin, j'ai eu une blessure au niveau de l'épaule. Du coup, je me suis arrêté pendant un mois, chose que j'aurais pas dû faire, mais on reviendra sur ça plus tard quand on parlera des blessures. Du coup, je me suis arrêté pendant un mois et là, j'ai perdu beaucoup de performance. Il y a eu aussi un gros passage frustrant du coup, puisque forcément, tu n'arrives plus à faire ce que tu arrivais à faire avant, donc tu perds au niveau mental, c'est difficile de gérer ça. Donc voilà, j'ai été blessé, après j'ai laissé passer l'été, j'ai bien repris du niveau, etc. Surtout, je me suis penché sur le côté mobilité qui était mon gros point faible. Et puis dernièrement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bougé à Bali avec ma copine pendant un mois et demi. On a voyagé en Asie et j'avais pas vraiment de logement. Enfin, on bougeait à droite à gauche, on n'avait pas trop de salles. C'était compliqué. Donc là aussi, j'ai arrêté de m'entraîner. En fait, je suis tombé malade pendant une semaine. Et suite à ça, j'ai arrêté de m'entraîner pendant quasiment 3 semaines. Donc la reprise a été très dure et je suis quelqu'un qui, en fait, c'est tout ou rien. Donc soit quand je suis lancé, je me donne à fond dans ce que je fais, mais une fois que je suis arrêté pour repartir, c'est toujours très compliqué. Donc forcément, j'ai perdu en termes de niveau. J'avais un front lever que j'ai plus du tout pour être honnête. J'avais des tractions une main que j'ai plus non plus. Enfin, j'ai pas retesté. Peut-être que je les ai, mais elles doivent pas être aussi clean qu'auparavant, forcément. Les pompes en équilibre, j'y arrivais pas trop mal, du moins j'arrivais à en faire une clean. Maintenant, c'est très compliqué, j'y arrive plus non plus. La planche, j'avais pas trop évolué, donc voilà où j'en étais. Et maintenant où j'en suis, j'ai beaucoup progressé en mobilité, surtout au niveau de flexion d'épaule et au niveau de ma cheville pour pouvoir descendre plus en squat et être plus à l'aise sur tous les mouvements du bas du corps. Donc là-dessus, j'ai bien progressé, mais après, je t'avoue qu'en force pure, j'ai perdu. Et là, vu que je suis retourné où j'habite, donc au Sables d'Olonne, on a une situation plus stable. Je sais quand je m'entraîne, j'ai une routine claire. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour se motiver, pour s'entraîner, pour faire les choses régulièrement. Et il n'y a pas de secret, de toute façon, c'est la régularité et les efforts sur le long terme qui payent. Donc voilà, je me fais pas de soucis, je sais que je vais réatteindre, je vais devenir meilleur que ce que j'étais. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Ça fait partie du jeu, il y a des hauts, il y a des bas, et voilà, c'est qu'une question de temps. Question suivante, la numéro 15, quels sont tes prochains objectifs en termes de calisthénie? Eh ben justement, j'ai décidé de me focaliser sur moins, mais le faire mieux. Donc si tu suis mes emails privés, tu sais que je privilégie maintenant un ratio 1-1 entre l'entraînement et les étirements, donc la mobilité, qui pour moi font partie de l'entraînement évidemment. Donc je m'entraîne autant que je m'étire, 1 heure pour 1 heure. Donc un gros focus sur la mobilité. Surtout, je travaille encore sur la flexion d'épaule, sur ma dorsiflexion de cheville et le pancake, pour ceux qui voient ce que c'est. Et puis en termes de mouvement de force, je m'entraîne principalement sur les pompes en équilibre et sur les tractions à une main. Donc voilà, je vous en dirai plus dans quelques semaines, dans quelques vidéos. Je ferai peut-être une vidéo, un vlog ou quelque chose en rapport avec ça. Question numéro 16. Est-il possible de commencer le street workout quand on est une fille ? Carrément, d'ailleurs il y en a plein qui le font et j'en profite pour remercier les filles qui sont sur la chaîne et qui suivent mon travail parce que je sais qu'il y en a quelques-unes. En regardant les statistiques YouTube, j'ai vu que vous étiez à peu près 8 à 9%. C'est pas énorme pour une discipline, pour un sport, mais c'est vrai que bon, la calisthénie c'est plus masculin. Mais il y a des filles qui s'en sortent très bien et bien sûr on peut en faire quand on est une fille, il n'y a aucun problème. D'ailleurs si ça t'intéresse, et même pour les garçons, j'ai ma copine qui s'est lancée sur YouTube il y a pas très longtemps, il y a un peu plus de 6 mois, et elle commence à faire des vidéos vraiment cool. Donc si ça vous intéresse, les filles comme les garçons, vous pouvez aller voir, je mettrai le lien vers sa chaîne dans la description. Vous pouvez aller la soutenir, vous abonner, mettre un j'aime, et puis un commentaire si ça vous dit, voilà. Question suivante, numéro 17. J'ai du mal à prendre de la masse même si je mange pour 10. Est-ce que les compléments alimentaires peuvent m'aider? Donc comme j'ai répondu, on a déjà parlé des compléments alimentaires, ça peut t'aider, mais après c'est loin d'être indispensable. Et tu dis que tu manges pour 10, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que tu manges finalement. Parce que si tu manges des légumes en très grosse quantité, il va falloir vraiment que tu en manges beaucoup pour pouvoir prendre de la masse.
Et au contraire, si tu manges par exemple des flocons d'avoine, enfin tout ce qui est céréales, légumineuses, etc., là ça va être beaucoup plus facile. Donc finalement, la quantité c'est pas vraiment important, mais c'est vraiment quel aliment en fait. Choisis des aliments qui sont caloriques, qui t'aideront à atteindre ton seuil, et il n'y a pas de secret. Si tu n'arrives pas à prendre de la masse, c'est que tu manges pas assez, parce que même si tu es ectomorphe et que tu as un métabolisme rapide, que tu brûles rapidement, que tu as une activité quotidienne sportive assez haute, c'est mathématique. Si tu manges assez, tu prendras du poids, du gras forcément, c'est inévitable, et du muscle aussi en partie. Question numéro 18, quelle technique utiliser pour améliorer sa flexibilité? Alors, la plupart des gens pensent que juste des étirements passifs, donc rester dans une position et s'étirer pendant 20-30 secondes sans y mettre d'intensité, ça va suffire pour améliorer leur flexibilité. Alors certes, tu peux avoir des résultats, surtout en tant que débutant, mais arrivé à un moment, tu vas forcément stagner. Donc ce qui est important de faire, c'est de voir ça comme de l'entraînement, comme je le disais plus tôt, et d'utiliser vraiment des techniques comme on utiliserait en musculation pour l'hypertrophie ou en force pour le gain de force. Il faut utiliser des techniques. Il y a 3 techniques qui sont connues et qui sont efficaces. Première, c'est les techniques d'étirement balistique. Donc le fait de donner des rebonds pendant ces étirements en allant chercher à la fin de son amplitude. La deuxième technique, c'est une technique de PNF, donc elle consiste à feinter le cerveau en contractant volontairement le muscle, puis en le relâchant. Par exemple, on contracte 5 secondes un muscle et on le relâche pendant 5 secondes et on essaie de se détendre, de respirer et d'aller chercher plus loin dans l'étirement. Et la troisième technique, c'est la technique loaded, donc avec du poids en fait, ajouter du poids pour renforcer les muscles, renforcer les articulations et faire comprendre au corps que la position est sécurisée, parce que quand on s'étire, le corps réagit par un mécanisme d'autodéfense et du coup il nous empêche d'aller plus loin volontairement parce qu'il pense qu'il va se blesser. Et du coup notre but à nous quand on veut s'étirer, c'est de lui faire comprendre que la position est sécurisée et qu'on peut aller plus loin. Et c'est important pour pouvoir aller plus loin de renforcer ses muscles. Donc c'est pour ça que les étirements passifs, ça peut être bien au début quand on est nouveau dans les étirements, mais une fois qu'on veut aller plus loin, qu'on veut vraiment atteindre qu'on a des objectifs précis en mobilité, c'est important d'utiliser ces techniques-là. Et c'est une très bonne question puisque ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc je vous en dirai plus dans la vidéo qui viendra dans les semaines à venir. Question numéro 19, les inconvénients et les avantages de la muscu et du street workout. Ce qui me vient en tête, le street workout, il n'y a pas besoin de matériel, donc ça c'est vraiment cool. Tu peux t'entraîner quasiment n'importe où avec un minimum, comme je le disais plus tôt, une paire d'anneaux et quelques élastiques, et tu peux faire déjà beaucoup de choses. Donc ça c'est un gros avantage. Et pour la muscu, le gros avantage c'est qu'on peut quantifier la progression et vraiment avancer pas après pas. Rajouter 250 grammes sur la barre, 500 grammes sur la barre, semaine après semaine. Donc ça permet vraiment d'analyser ta progression, donc ça c'est un gros avantage de la musculation. Et d'ailleurs je profite de cette question pour rajouter un petit truc, c'est qu'on a tendance à séparer les choses, soit on fait de la muscu, soit on fait de la calisthénie. Mais finalement il y a des avantages dans les deux, des inconvénients dans les deux aussi. Et ce qui est intelligent de faire, c'est de mixer les deux. Donc encore une fois, je ferai certainement une vidéo parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui peut être bénéfique pour plein de monde. Donc de mixer les deux pour avoir les meilleurs résultats. Et moi le premier, quand j'ai commencé la calisthénie, je me disais c'est mort, je retoucherai plus à une barre, ça m'intéresse pas, machin. Finalement avec le recul, je me rends compte que ça peut être super intéressant et ça peut être très bénéfique pour ma progression. Donc je ferai une vidéo là-dessus un peu plus détaillée. Mais merci pour ta question. Question suivante, je sais plus où je suis rendu. Ouais, numéro 20, 3 personnes connues sur YouTube qui t'inspirent dans le domaine du sport et ou du développement personnel. Il y en a plein, il y en a beaucoup de personnes qui m'inspirent. C'est par cycle de toute manière. Je regarde beaucoup ce qui se fait à droite à gauche, un peu moins ces derniers temps, mais je regarde beaucoup ce qui se fait. Si tu me suis, tu sais que j'aime beaucoup Tom Merrick. C'est principalement des chaînes anglaises par contre, je regarde beaucoup de contenu anglais, simplement parce que déjà il n'y a pas grand chose en français et parce que ils ont tendance à pousser les choses un peu plus loin et puis il y a plus de créateurs et donc tu as plus d'informations en règle générale. Donc pour ce qui est du sport, enfin de la calisthénie du moins, j'aime beaucoup Tom Merrick, Fitness FAQ, donc Daniel Vadnal et Gabo Saturno qui sont trois mecs connus qui font des vidéos.
Si tu parles anglais, je te conseille, enfin si tu comprends l'anglais du moins, je te conseille d'aller voir, c'est très intéressant. Et si on parle de créateurs un peu moins connus, il y a 2 chaînes que j'aime beaucoup. Il y en a une qui s'appelle Unity Gym, c'est 2 frères qui ont créé une salle de sport en Australie, je crois que c'est à Melbourne. Et le contenu est un peu plus brut, il y a moins de montage, etc. C'est vraiment des discussions et tout, mais ils parlent de programmation d'entraînement, ils parlent de flexibilité, ils parlent de force forcément, et de se sentir bien dans son corps finalement. Donc ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup cette chaîne, Unity Gym. Et puis il y en a une autre qui s'appelle Holytics, c'est un mec qui est très chaud, il a un niveau de fou, il fait des équilibres à un bras, il fait press to handstand, la planche, enfin bref, des handstand push-up. Il est vraiment très fort, j'adore sa façon de s'exprimer et d'aborder certains sujets liés au sport. Et son nom à lui, c'est, je sais plus, merde, j'ai zappé son nom, bref, vous irez voir si ça vous intéresse. Il est pas connu, c'est des mecs qui ont, lui je crois qu'il a 20 000 abonnés et pourtant il fait un super contenu. Donc voilà, après ça change, hein. C'est comme tout, c'est vraiment cyclique, il y a des fois, il y a des créateurs que je préfère à certains moments, il n'y a rien de très fixe, mais sur le long terme, j'aime beaucoup Tom Merrick, voilà. Je trouve qu'il a une approche qui est similaire à la mienne, enfin du coup c'est plutôt moi qui ai une approche similaire à la sienne je pense, mais ouais, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait et voilà, je pense c'est quelqu'un de humble et de cool, donc je le soutiens à 200%, d'ailleurs j'ai un de ses t-shirts. Bref, et pour ce qui est du développement perso, là j'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête. Je suis beaucoup Antoine BM, c'est un mec qui apprend aux gens à vivre de leur passion et à créer du contenu sur internet, et il parle de liberté, il parle de bien-être, il parle de business, de marketing, et j'adore ce qu'il fait, donc je suis un grand fan d'Antoine BM aussi, voilà. Question suivante, 21. As-tu déjà eu des blessures et si oui, comment les as-tu surmontées? Ça c'est une question intéressante aussi. Oui, j'ai déjà eu des blessures, pas beaucoup et pas des blessures très graves, heureusement. C'était principalement la blessure que je t'ai parlé juste avant, là, au mois de juin dernier, qui m'a duré pendant un bon moment et qui me suit encore un petit peu, mais c'est beaucoup moins prononcé. Sous-claviculaire, donc ça m'a bien fait chier, j'ai dû m'arrêter, etc. Chose que j'aurais pas dû faire. Et comme je te le disais juste avant, du coup voilà, c'est là où je voulais en venir. J'ai eu aussi pas mal de débuts de tendinite, des inflammations au niveau du coude, principalement du coude, surtout avec les tractions à un bras, ça flingue pas mal les articulations et j'avais tendance à y aller un peu trop brutal. Donc j'ai eu des départs de tendinite, mais j'ai su prendre du repos, prendre du recul et puis adopter les bonnes techniques pour pas que ça se propage et pas que ça devienne une blessure chronique, ce qui aurait été très chiant. Donc voilà pour les blessures, et une grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que quand on a des blessures, on s'arrête. Ce qu'il faut comprendre, enfin ça dépend du type de blessure. Je suis pas médecin et je veux pas aiguiller les gens sur de mauvaises pistes. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà les blessures les plus communes en street workout, c'est les tendinopathies. C'est donc une inflammation du tendon. Et pour guérir les inflammations du tendon, c'est pas forcément bon de s'arrêter complètement. Ce que je conseille, c'est de travailler différemment, forcément arrêter la force parce que la force c'est une très haute intensité et forcément en plus de taxer le système nerveux, bah, ça fait des dégâts au niveau des articulations, du moins ça les sollicite fortement. Donc au lieu de s'arrêter complètement, ce qui est intelligent de faire, c'est d'adopter des exercices d'isolation principalement. Par exemple, si tu as une tendinite au niveau du coude, tu peux faire du biceps curl en série longue avec une intensité très faible. Donc quand je dis en série longue, c'est plus de 20 répétitions. Ça permet d'activer la circulation sanguine et donc d'irriguer les vaisseaux et de favoriser la récupération. Donc forcément, il faut arrêter tout ce qui est force et tout ce qui nous fait mal sur les mouvements. Mais ça peut être une bonne idée de rajouter des exercices de préhabilitation, on appelle ça. De toute façon, encore une fois, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est assez complexe et j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que je suis pas un expert dans le domaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se renseigner. D'ailleurs, il y a un livre qui est très bien, que j'ai pas lu, donc je peux pas dire s'il est très bien, mais l'auteur est l'auteur d'un livre connu de calisthénie qui a fait un livre sur les tendinites. Donc pour tous ceux qui ont des tendinites, je pense qu'il y a extrêmement de conseils dans ce bouquin. Je l'ai pas lu à titre personnel, donc je peux pas assurer ce que je raconte, mais l'auteur s'appelle Stephen Lowe, c'est le mec qui a écrit Overcoming Gravity. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Question numéro 22. Quelle est la limite entre tout donner pour tes objectifs perso et ne pas impacter ta vie sociale?
C'est une très bonne question et moi j'ai tendance à être un adepte du 80-20. Donc 80% objectif perso, 20% vie sociale. C'est la loi de Pareto pour ceux qui connaissent, qui s'applique à de nombreuses choses dans notre vie. Ça peut fonctionner de la même façon pour l'alimentation. Donc par exemple 80% tu manges clean et 20% sur les cheat meals et le fait de se faire plaisir. Ouais, 80-20, je pense que c'est un bon ratio parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à trop s'investir dans nos objectifs et à laisser tout ce qui nous englobe parce qu'il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que les passions qu'on peut avoir dans notre vie, donc c'est important de savoir différencier certaines choses et de prendre du temps pour ses proches et les gens qui sont pas forcément conscients de ce que tu fais, qui sont pas dans ta tête quoi, simplement. Donc ouais, 80-20, je pense que c'est un bon ratio. Question numéro 23, est-ce que la douche froide a-t-elle réellement de l'impact? J'en ai parlé précédemment, je pense que oui, ça a un impact, mais plus qu'en termes de récupération musculaire, je pense que c'est un impact pour construire une solide autodiscipline. Voilà, je vais pas trop revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé plus haut. Question numéro 24, y a-t-il des figures plus difficiles pour les femmes que pour les hommes? C'est une question intéressante et ça a été prouvé que, il y a une étude qui a été faite par Tom Merrick, d'ailleurs le mec que je vous dis que j'aime beaucoup. Il y a une étude qui a été faite pas par lui, mais lui il l'a rendu un peu populaire, disons. Sur, je crois, c'est 100 ou 1000 personnes, je crois que c'est 1000 personnes qui pratiquaient la calisthénie. Et il y avait des femmes dedans, forcément. Et ils ont fait une étude et l'étude révélait que les femmes avaient plus de mal avec les mouvements de tirage. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Les figures, oui, forcément, il y a des figures plus difficiles. De toute façon, tout ce qui va être lié à la force, les hommes seront beaucoup plus à l'aise là-dessus, je pense, en grande majorité, même s'il y a des femmes qui arrivent à faire des trucs assez ouf. Je crois que le record de traction à une main pour une femme, c'est 7 tractions à une main. Donc autant te dire que même les mecs, il y en a très peu qui arrivent à faire ça. Après, je pense que c'était avec du keeping, donc ça change un peu la donne, mais quand même, 7 tractions à une main, pour une femme, c'est assez impressionnant. Après, on a des avantages, en tant qu'homme, on a des avantages, on a aussi des inconvénients. Généralement, les hommes sont beaucoup plus raides, beaucoup moins souples que les femmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les femmes s'orientent plus vers des disciplines orientées sur la souplesse. Mais après, il n'y a rien d'impossible et ça dépend aussi de chacun, de la morphologie, de plein de choses. Et de ce qu'il y a là-dedans surtout. Question numéro 25, que penses-tu du carb cycling? Je la refais. Question numéro 25, que penses-tu du carb cycling? Putain, je vais pas y arriver. Question numéro 25, que penses-tu du carb cycling et du jeûne intermittent? Alors le carb cycling, j'ai pas testé personnellement, donc j'ai pas d'avis, je peux pas dire, et honnêtement je connais pas trop la pratique, je saurais même pas trop dire en quoi ça consiste, même si j'ai bien une idée. Et le jeûne intermittent, je recommande à 100%, moi ça fait maintenant 3 ans que je fais le jeûne intermittent, alors avec des périodes forcément, là je reprends parce que je suis en période de sèche, donc je trouve que c'est vraiment utile, de 1, pour limiter ton apport calorique sur la journée, ça te permet de moins manger inconsciemment. Et puis surtout pour laisser reposer tes organes parce qu'on est tout le temps en mode on, entre guillemets, on favorise tout le temps la digestion, etc. Et donc les organes n'ont pas forcément le temps de régénérer. Et ce qui est super cool avec le jeûne intermittent, c'est qu'il y a un processus d'auto-nettoyage du corps qui s'appelle l'autophagie. Et donc en fait quand on jeûne à partir d'un certain laps de temps, ça peut varier en fonction des individus et de l'expérience. Je crois que c'est à partir de 12 heures ou 14 heures de jeûne, ça dépend vraiment. Donc le corps se nettoie tout seul parce qu'il n'est pas sollicité par la digestion. Donc ça permet de régénérer, en fait il va piocher dans tes cellules endommagées, dans les tissus musculaires qui sont endommagés pour se reconstruire lui-même. Donc même pour la prise de masse, les gens qui cherchent à construire plus de muscles, c'est super intéressant. Et si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle... il s'appelle Thierry Casasnovas. J'ai mis du temps à retrouver. Il s'appelle Thierry Casasnovas et il a fait une vidéo, il a fait plein de vidéos, mais il a fait notamment une série de vidéos sur le jeûne. Donc je te laisse aller voir ça, je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses voir. Et notamment, il parle aussi pour les sportifs, donc c'est très intéressant. Question suivante, numéro 26. Passer les premiers muscle-up, quelle préparation? La base. Traction, dips, pompe, c'est un conseil que tu vas entendre partout, mais c'est vraiment ça qui marche, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment se focaliser sur les mouvements de base et les faire à la perfection.
Et puis après, ce qui peut être utile, c'est de renforcer sa coiffe des rotateurs. Parce que quand on passe au-dessus de la barre, on fait une rotation interne de l'épaule. Et c'est important de muscler le mouvement inverse, donc rotation externe. Tu peux les faire à l'élastique. J'y viens juste après, il y a une question par rapport à ça juste après. Donc la base, les dips, traction, pompe, et puis la coiffe des rotateurs, ça peut être intéressant de la renforcer pour éviter de se blesser. Question numéro 27, si tu devais choisir entre traction, pronation, supination ou neutre, et entre les dips et les pompes. Alors, pour les tractions et les différentes prises, moi je choisirais pronation, parce que c'est la base. Quand tu demandes à quelqu'un combien de tractions il est capable de faire, généralement il ne te parle pas en prise neutre ou en prise supination. Donc je suis quelqu'un d'assez classique, prise pronation. Et entre les dips et les pompes, je suis pas un grand fan des pompes, donc je choisirais les dips. En plus j'ai un meilleur ressenti au niveau du pump. Question numéro 28, un conseil pour réussir les handstand push-up. Alors, encore une fois, je suis pas un pro sur ce mouvement, je l'ai pas ultra clean, mais ce qui marche pour la plupart des gens, et pour moi y compris, c'est de séparer le côté proprioception du côté force. Donc d'entraîner par exemple tes handstand push-up contre le mur et tes pike push-up d'un côté, donc améliorer ta force en retirant le côté proprioception, et de l'autre côté d'améliorer ta proprioception avec différentes shapes au niveau de l'équilibre, donc les jambes écartées, en diamant, en tuck, vraiment améliorer ce côté proprioception et contrôler son corps dans l'atmosphère, et après assembler les deux. Une fois que tu as la force et la proprioception, normalement ça le fait tout seul, ou presque tout seul. Numéro 29, comment renforcer sa coiffe des rotateurs et comment se renforcer après une blessure. Donc comment se renforcer après une blessure, je l'ai dit, plutôt que d'arrêter complètement et ne plus faire de sport du tout, vaut mieux modifier sa routine d'entraînement et faire des exercices d'isolation en série longue avec une intensité légère pour favoriser la circulation sanguine. Et comment renforcer sa coiffe des rotateurs, y a deux façons qui me viennent en tête. Il y a trois façons en fait, pardon. Il y a la façon avec l'élastique, donc imaginons qu'il y a l'élastique qui soit là, je prends l'élastique, je fais des rotations externes du coude, on peut le faire aussi de cette façon-là, on peut le faire aux anneaux, j'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo pull, donc c'est la 3e séance de ma dernière série de vidéos, où là on faisait des, je sais plus comment ça s'appelle, de toute façon c'est des rotations externes aux anneaux, donc c'est exactement le même principe. Ou alors il y a aussi un exercice qui s'appelle le Cuban rotation, les rotations cubaines, je sais plus, je crois que c'est ça le nom. Et en fait ça consiste à faire la même chose avec un halter, mais les trois c'est exactement les mêmes mouvements, donc ça te donnera exactement le même résultat. Après ça dépend de toi avec lequel tu es plus à l'aise. Est-ce que tu préfères tirer aux anneaux le poids de ton corps? Est-ce que tu préfères avec un halter, en sachant que la charge sera plus élevée ici, moins élevée ici, et c'est cette direction-là qu'on cherche à améliorer. Donc c'est peut-être pas forcément l'idéal. Et avec un élastique, si tu te mets comme ça, la tension sera faible ici, élevée ici, et c'est cette partie qu'on cherche à renforcer, donc c'est peut-être mieux de le faire à l'élastique. Ça dépend de chacun, encore une fois, à toi de tester, de voir ce que tu préfères. Moi je préfère à l'élastique et aux anneaux. Voilà. Question suivante, numéro 31. Non, pas du tout. Numéro 30, est-ce que tu proposes du coaching en ligne? Et si oui, comment te contacter? Je propose du coaching en ligne. Ça dépend des fois, en fait. J'essaie de plus en plus. Là, je travaille sur des formations. J'avais dit il y a déjà quelques mois que je ferais une formation sur le muscle up. Elle est presque terminée. Je suis en train de travailler dessus. Encore quelques petites semaines et ça devrait sortir. Sinon, du coaching personnalisé 1-1 avec un programme vraiment personnalisé, je le fais aussi. Je mettrai le lien dans la description pour que tu puisses aller voir ça si ça t'intéresse. Et comment me contacter? Soit par mail, soit sur Instagram. Je réponds assez facilement sur Instagram. Enfin, je réponds sur Instagram, tout simplement. Donc voilà, Instagram ou par mail. Question suivante, numéro 31. Quelle est la première figure que tu as appris? Alors, la première figure que j'ai essayé d'apprendre et la première figure que j'ai vraiment appris, c'est deux choses différentes. Donc la première figure que j'ai essayé d'apprendre, c'est le handstand. La première figure que j'ai vraiment appris, c'était probablement le L-sit. Et après, je crois que j'ai réussi mes premiers muscle-up. Et après, forcément, j'ai appris le frog stand. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme des figures. Le headstand, donc l'équilibre sur la tête. Et puis finalement, le handstand au bout de 1 an et quelques.
Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Après, il faut savoir que j'ai commencé le handstand direct avec zéro base. Enfin, je sortais de la musculation, donc ça n'a rien à voir. Donc de zéro, entre guillemets. Je reprenais de zéro. Donc voilà, première figure que j'ai apprise, probablement le L-sit. Première figure que j'ai voulu apprendre, c'était le handstand. Question numéro 32. Tu préfères t'entraîner en salle de sport ou en extérieur? Alors, l'idéal, c'est de s'entraîner en salle de sport qui possède un extérieur avec une cage, etc. Mais ça, c'est très rare. Donc, j'aime bien m'entraîner en extérieur de temps en temps, surtout quand il fait beau. Et l'été, j'adore ça même, je trouve ça vraiment cool. Et c'est un gros avantage de notre pratique, vu qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, on peut s'entraîner dehors, n'importe quand. Après, je préfère m'entraîner en salle de musculation parce que tu as plus d'outils, tu as plus de matériel à disposition, et donc pour calculer ta progression, c'est plus intéressant. Ça dépend du temps, ça dépend de mon cycle d'entraînement aussi, si j'ai besoin de matériel ou pas, mais en règle générale, je préfère m'entraîner dans une salle de sport, surtout l'hiver. Je déteste m'entraîner quand il fait froid et quand il pleut et tout, enfin, c'est une galère, donc salle de sport. Question 33, combien de temps il faut avant de changer de routine? C'est une question qui revient assez souvent, ça, vous savez pas trop, enfin, il y a pas mal de personnes qui demandent quand est-ce qu'il faut changer de routine. Est-ce qu'il faut attendre 4 semaines? Est-ce qu'il faut attendre 6 semaines? Est-ce qu'il faut attendre 3 mois? Et en fait, la réponse, elle est très simple. Tant que tu progresses, change pas. Au moment où tu commences à stagner, là, tu peux changer. Parce que si tu fais des progrès, il n'y a pas de raison de changer finalement. Enfin, si tu continues de progresser sur ce que tu es actuellement en train de faire, c'est cool. Il faut que tu continues comme ça. Après, c'est vrai qu'on dit que le corps s'adapte au bout de 4 à 6 semaines, 8 semaines pour certains. Moi, je pense que tant que tu progresses sur des exercices, les change pas, quoi. Enfin, continue à faire ce que tu fais, et puis le jour où tu as les mêmes performances pendant plusieurs semaines, là, ouais, envisage de changer d'exercice, d'intensité, de volume. Mais avant, non, il n'y a pas besoin de changer. Question 34, quel livre de calisthénie est-ce que tu conseillerais? Overcoming Gravity, j'en ai lu que un. C'est une bible, mais franchement, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est vraiment de la bombe. Il y a trop d'infos. Il est accessible aussi bien pour les débutants que pour les personnes qui sont un peu plus confirmées. Donc ouais, franchement, s'il y avait que un livre à retenir, bon après, c'est pas très objectif, j'en ai lu qu'un, mais moi, je l'ai adoré. Donc, et puis honnêtement, j'en connais pas d'autres. D'ailleurs, si vous en connaissez des livres intéressants en calisthénie, je suis preneur. Ça m'intéresse de connaître et de lire davantage là-dessus. Donc, dites-le moi en commentaire. Ouais, Overcoming Gravity, le seul truc, c'est qu'il n'est pas en français. Je suis conscient que si on parle pas anglais, ça peut être un peu compliqué, mais ouais, je le recommande carrément, à 300%. Numéro 35, évites-tu le sucre le soir? Alors ça dépend, si tu parles du sucre raffiné, je l'évite un maximum. Si tu parles du sucre naturel qui se trouve dans les fruits, non. N'importe quand, il n'y a pas d'importance, le matin, le soir, la nuit si tu veux. Après, encore une fois, je suis pas un expert en nutrition, mais non, ouais, je mange des fruits n'importe quand. Après, le sucre raffiné, c'est une autre question. Et ça, je pense que c'est à éviter le matin, le midi, le soir, autant que possible. Numéro 36, une routine pour améliorer sa mobilité d'épaule. J'en ai fait une il y a très peu de temps, que tu peux suivre à la maison sans beaucoup de matériel. Je crois qu'il suffit d'un manche à balai, d'un élastique, et puis c'est à peu près tout. Donc je te mettrai le lien juste en haut pour que tu puisses cliquer sur la fiche. Donc si tu veux améliorer l'alignement de ton équilibre et ta mobilité du haut du corps en règle générale, elle est assez efficace. Question numéro 37, c'est l'avant-dernière. Penses-tu mettre à disposition tes anciens mails? Oui, carrément. Je pense les rééditer prochainement. Je ne sais pas quand exactement, peut-être quand j'arriverai à un certain nombre de mails envoyés. Là, on arrive pratiquement à 50 mails à vous envoyer, un peu moins. Donc oui, je les relancerai. Donc si tu veux t'inscrire et que tu n'es pas encore inscrit au groupe privé, tu peux t'inscrire dans la description. Il y aura le lien pour recevoir toutes les semaines un mail rempli d'informations sur mes conseils, mes méthodologies d'entraînement, mes inspirations du moment, voilà, plein de choses. Et dernière question que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça marrant. Numéro 38, quel personnage de film souhaiterais-tu incarner? Franchement, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, donc certainement Legolas, je le trouve vraiment stylé. Ou Tarzan, parce que ça colle bien avec la discipline qu'on fait. Voilà, c'est tout pour cette FAQ. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Du coup, j'ai répondu à 38 questions. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!